Alors rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur ce plateau de télé pour notre cycle de conférences de ce samedi après-midi. On aura 3 conférences. On commence avec la première, je le disais tout à l'heure, devenir un acteur du marché du CBD. On va vous donner des conseils, on va vous donner les bonnes pratiques avec mes 3 invités. Je vais commencer par les laisser se présenter. On va commencer par Hugo Bessenet-Prolonge. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Alors, merci pour cette invitation. Donc, je suis Hugo Bessenet-Prolonge, chargé d'affaires publiques pour l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Alors, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes représente, comme son nom l'indique, les agriculteurs engagés dans la culture et la production de chanvre actif sur le territoire français. On est actuellement un peu plus de 300 agriculteurs au sein de l'organisation. Rapidement, en quoi consiste mon travail de chargé d'affaires publiques ? Eh bien, c'est tout simplement de porter et de représenter les intérêts des adhérents en particulier et de la filière en général auprès des décideurs publics, c'est-à-dire des responsables politiques en charge d'élaborer la réglementation entourant le secteur au niveau national et européen. En somme, je suis ce qu'on appelle avec un anglicisme un lobbyiste. Un lobbyiste pour cette filière et très concrètement, vous pouvez me voir comme un avocat. Mais là où un avocat va défendre ses clients devant le juge pendant l'application de la loi, moi je vais défendre mes clients devant les décideurs publics pendant l'élaboration de la loi. Merci pour cette présentation. Mathieu Berceau, bonjour. Je vais vous laisser vous présenter également. Alors bonjour à tous, merci aussi pour cette invitation. Donc moi je me présente, je suis Mathieu Berceau, expert dans le cannabis européen, délégué général de l'UPCBD au demeurant, donc un petit peu le même rôle que la FPC, mais pour donc tous les distributeurs, revendeurs, transformateurs, un petit peu de producteurs aussi. On essaye, comme la FPC, comme le SPC, de sécuriser la filière pour les acteurs qui sont déjà présents et essayer de développer aussi la filière d'après avec les autres syndicats. Merci beaucoup, Léo Zéphiri. Je vais vous laisser aussi vous présenter. Bonjour, merci pour cette invitation. Je m'appelle Léo Zéphiri. Je suis principalement passionné de cette plante. On a lancé une marque il y a 1 an avec un de mes meilleurs amis. C'est une marque qui s'appelle Third Eye Cannabinoids. On essaye de proposer ce qui se fait de mieux en termes d'extraction, en termes de produits finis. On a une vision assez large et holistique de la plante, de ce qu'elle peut apporter à un niveau au-delà thérapeutique, aussi à un niveau sociétal pour nous tous. Et on essaye d'éclaircir un peu ce qui se passe en Europe, surtout en Europe, aux États-Unis, tout ce mouvement mondial en fait qui est en train de se passer. Tout se cristallise autour de la plante. Chez nous, on parle de CBD. Nous, on voit ça sous un angle un petit peu plus large. Et voilà, c'est ça qu'on fait. Parfait. De représenter la plante au mieux qu'on peut. Très bien. J'aimerais qu'on parle maintenant, peut-être tous les 3, d'échanger sur cette question du réseau. Quels sont aujourd'hui les réseaux dans le domaine du cannabis, dans le domaine du CBD? Quels sont aussi tous les acteurs? Qu'on parle un petit peu de cette vision globale. Qui veut prendre la parole? Oui, allez-y. La vision globale aujourd'hui du marché, elle est compliquée à avoir. On a eu une grosse expansion sur le CBD, où plein de gens se sont mis dans le CBD. Bienvenue à vous d'ailleurs. Plein de gens veulent encore se mettre dedans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en plein essor sur plein de choses, mais les professionnels qui veulent se lancer dans le CBD ou les professionnels qui sont déjà dans le CBD rencontrent un certain nombre de problèmes, qui sont les problèmes bancaires, les problèmes d'assurance. Aujourd'hui, ce genre de soucis sont des choses qu'on essaye de régler, donc avec la FPC, avec le SPC, avec d'autres acteurs européens aussi, qui donc tend à faire du chanvre une activité agronome complètement légale en France. Première chose. Ça, ce serait déjà une sécurisation du marché pour la filière existante, l'industrialiser, et aussi pour les revendeurs. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a aucun cadre légal, et c'est un problème qui devient assez important aujourd'hui sur le marché européen. Oui, tout à fait. Alors, pour appuyer ce que dit Mathieu, c'est vrai qu'actuellement, on va dire, il y a de nombreuses problématiques sectorielles auxquelles sont confrontés le secteur du chanvre actif. Et d'une façon générale, elles se rattachent tous à au même sujet, qui est avant tout le défi de la structuration de la filière. Alors bien sûr au niveau français, mais également au niveau européen.
Et dans ce cadre, les acteurs sont multiples. Donc au-delà des acteurs économiques de la chaîne de valeur, que ce soit les agriculteurs, les distributeurs, les détaillants, etc., vous avez effectivement les organisations professionnelles françaises qui tentent de travailler entre elles du mieux qu'elles peuvent, dirons-nous, pour arriver à avoir une même voix et arriver à défendre des positions communes. Et puis, au-delà du cadre strictement national, nous travaillons également en collaboration au sein de la FPC, au sein de l'UPCBD, au sein du SPC que vous avez ici, avec le réseau européen de représentants dans la personne de l'EIHA, qui est donc la fédération européenne en charge des produits du chanvre au niveau européen. Alors, il ne faut vraiment, à notre sens, pas sous-estimer ce côté européen, puisque notamment quand vous êtes dans le secteur agricole, qu'est le chanvre, il faut savoir que le domaine agricole est le secteur qui est le plus influencé par tout l'ensemble de la réglementation européenne, notamment, mais pas que, grâce à la politique grâce à la PAC. Donc c'est vraiment, si on pouvait mettre cette conférence sur comment bien partir pour le secteur du CBD, comment bien commencer, c'est avant tout, en tant que professionnel, de s'intégrer dans ce travail de structuration pour tout simplement le futur de son activité et de celle de la filière en général. Merci beaucoup. J'aimerais que maintenant on rentre dans le concret encore plus par rapport à toutes ces personnes qui sont là sur le salon, de donner des conseils quand on veut se lancer. Quels sont vos conseils en tant que professionnel, Léo, pour commencer? Je pense que quelle que soit la filière et l'industrie dans laquelle on a envie de se lancer, la première question à se poser, c'est pourquoi je me lance, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, essayer d'investiguer, d'analyser le secteur le mieux possible et vraiment essayer de répondre à des questions personnelles, identitaires. Pourquoi je fais ça? Si la motivation principale c'est l'argent, ce qui n'est pas forcément une mauvaise motivation, il faut analyser le marché sous un autre aspect. Si les motivations sont plus passionnées sur le sujet, à ce moment-là, creuser vraiment quelle sera ma plus-value dans ce marché et où est-ce que je mets les pieds. Ne pas se lancer comme ça. Ça peut être dans toutes les industries, c'est les mêmes questions à se poser. C'est un marché assez particulier, c'est une industrie qui cherche encore son identité, qui cherche à comprendre qui elle est. Donc il faut faire attention, voilà. Faut pas se lancer comme ça et il faut essayer de se renseigner le mieux possible auprès de gens qui sont déjà là depuis un certain temps et avoir une vision long terme quand même, parce que le court terme, je pense que ça y est, on est en train de finir la première boucle des premiers opportunistes qui ont eu raison, à tort, raison de se lancer, mais en tout cas, la boucle est en train de se fermer. Il faut maintenant avoir une vision un petit peu plus long terme sur tout ça. Faire un plan business à long terme. Hugo, vos conseils concrètement aussi en ajout à ceux de Léo? Alors, à mon niveau, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce marché, c'est quand vous lancez sur un marché, c'est tout simplement connaître les règles du jeu. Ça paraît être un truisme, d'enfoncer une porte ouverte, ce que je dis, mais comprenez, par les règles du jeu, c'est vraiment l'encadrement législatif et réglementaire qui concerne votre secteur d'activité, en particulier dans le nôtre, qui, du fait de la jeunesse, on va dire, de ce secteur, a tendance à être mouvante, nouvelle et parfois malheureusement floue et incomplète. Donc lorsque vous vous lancez, que vous soyez détaillant, que vous soyez agriculteur, qu'importe, vous devez faire ce travail alors qui est certes assez roboratif du fait de... quand vous mettez le nez dans un texte de loi, c'est rarement des textes qui sont très simples à lire, il faut en être conscient. Mais faire ce travail effectivement de recherche, au-delà de votre étude de marché qui est strictement économique, faire ce travail de recherche législatif, réglementaire, afin de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et ensuite pour adapter votre activité à cela. Il se trouve que malheureusement, pour des questions historiques et philosophiques, en France, nous avons, on va dire, trop souvent l'habitude de séparer nettement le côté économique du côté politique. D'un côté, alors que les deux sont en réalité les faces d'une même pièce. Il faut savoir que si vous arrivez à comprendre la législation qui entoure votre activité et surtout à en jouer, à travailler, je ne dis pas bien entendu de rester dans le cadre légal à chaque fois, il faut évidemment à chaque fois rester dans le cadre légal, mais si vous arrivez à pouvoir utiliser au mieux ce que vous permet la législation,
non seulement vous ne serez pas importuné, on va dire, par des problématiques d'ordre judiciaire au niveau des forces de l'ordre, mais vous pourrez développer et faire prospérer au mieux votre activité. Je vais prendre un exemple très concret. Au niveau des agriculteurs, il faut savoir que vous risquez, si vous lancez dans une activité, si vous lancez dans une parcelle, dans la culture d'une parcelle, vous allez souvent avoir les forces de gendarmerie locales qui vont venir vous voir. Pensez que, et malheureusement c'est trop souvent le cas dans notre secteur, que même les forces de l'ordre actuellement sur le terrain ne sont souvent pas au courant ou comprennent mal certains éléments de la législation qui encadrent le secteur. Exemple concret, j'ai encore un adhérent qui m'a appelé il y a 3 jours en disant voilà, j'ai les forces de l'ordre qui sont venues sur ma parcelle. Alors ils m'ont dit que j'avais tout à fait le droit de cultiver mon chanvre, il n'y a pas de souci, mais que j'étais dans l'obligation légale pour toutes les travaux de transformation, de macération, même de mise en sachet, d'exporter ma production à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, parce qu'en France, ce ne serait pas légal. J'attends toujours qu'on me présente le texte de loi qui vous interdit de mettre en sachet votre production en France. Je pense que j'attendrai longtemps. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple de la situation où malheureusement nous met une législation qui encore aujourd'hui est jeune, est insuffisante sur beaucoup d'aspects et n'est pas suffisamment connue, même de la part des pouvoirs publics. Olivier ? Je vais me permettre de simplifier un petit peu les choses. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ou même les dirigeants sont autant perdus que vous dans le cannabis à prédominance CBD. Voilà, clairement, il n'y a aujourd'hui aucune réglementation. L'avenir du marché, c'est vous qui allez le faire. C'est-à-dire que si demain on décide de faire une filière structurée, c'est-à-dire vraiment, on va faire des études de marché, regarder ce que c'est que la plante, pouvoir expliquer au consommateur comment consommer le produit sans risque, venir lui dire pourquoi c'est sans risque, ne pas dire c'est 5 gouttes, 3 gouttes, le matin, le soir, vendre ça dans les tabacs et les garages de voitures, structurer une filière. L'avenir du marché, en soi, il dépend simplement de vous, de ce que vous allez en faire, de ce que vous voulez en faire. Si demain vous voulez le faire pour les gens, apporter quelque chose et vous renseigner sur le produit que vous allez vendre, il va y avoir un avenir pour ce marché. Si demain vous voulez le faire pour vous, sur 2 ans, et gagner de l'argent, il n'y en aura pas d'avenir pour ce marché. Ce n'est pas plus compliqué que ça en soi. L'avenir du marché, il est sur la capacité qui se structure lui-même, pour éviter que demain, le cannabis à prédominance CBD ou autre, devienne un problème de santé publique, et que là, l'État en prenne la conscience, en prenne connaissance, et que du coup, là, on vienne nous taper dessus pour dire, regardez, ceux qui vendent de la weed ne savent pas se structurer. C'est nous, demain, qui allons devoir structurer le marché parce que les pouvoirs publics ne sont pas pour l'instant en mesure de le faire. Merci. Léo, Olivier, peut-être tous les deux, comment on acquiert les compétences pour être un bon vendeur dans votre domaine ? Est-ce qu'il y a des formations d'ailleurs ? Est-ce qu'on se forme ? Parce que j'imagine quand même qu'on se renseigne sur le produit qu'on vend. Mais comment on apprend vraiment à tenir une boutique et à bien vendre aux personnes qui viennent vous demander conseil sur des huiles CBD, sur de la plante, sur tous les produits même dérivés qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'alimentaire ? J'ai pas de réponse précise à ça. Je peux donner mon point de vue, ce que moi j'ai traversé, mon expérience. On a tous des expériences qui peuvent nous apporter une pièce du puzzle, je pense, quel que soit le type de commerce qu'on ouvre ou qu'on lance. Maintenant, sur ce sujet-là précis, on peut se renseigner principalement sur Internet, ce qui se fait aux États-Unis, au Canada, en France, pour avoir une base. Et ensuite, essayer de creuser au-delà de la surface d'Internet, essayer d'écouter des experts, essayer d'écouter des conférences, essayer de lire des livres de gens qui s'y connaissent sur le sujet. Ça va être une base. Ensuite, comment tenir une boutique, ça, moi, j'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire comment faire, comment acquérir ces compétences-là. C'est une expérience qui s'acquiert de plein de façons. Moi, je suis pas un professionnel. Je suis pas un professionnel à ce niveau-là encore. J'ai une expérience de commerce qui n'était pas là-dedans. Donc, je pense que ça peut servir un peu tous les types d'industries. Maintenant, ce sujet-là, on parle d'une plante qui est utilisée depuis très longtemps, qui est utilisée et tous les pays du monde à travers l'histoire, on va dire. Et chaque culture a
une approche différente. Donc déjà, c'est s'ouvrir à ce qui se fait en dehors de la France. Je pense que c'est une base. Et voilà, je pense que... Ok. Olivier? C'est Mathieu. moi. Mathieu, pardon, excusez-moi. Bon, ça va. Olivier, Mathieu. Donc, Il y a trop de gens aujourd'hui qui viennent sur le plateau aussi. Comment je fais, moi? Non, alors, allez-y. en soi, comme dans tout et n'importe quoi, moi, juste pour reprendre, c'est se former. Si demain vous vendez un produit, vous ne le connaissez pas, ne le vendez pas. Tout simplement. Si vous ne savez pas ce qu'il va faire sur l'organisme, ne le vendez pas. Si vous ne connaissez pas le système endocannabinoïde et comment on va saturer les récepteurs, ne le vendez pas. Si vous n'êtes pas formé sur un produit qui va agir sur la physionomie du corps humain, il faut faire attention à ce qu'on vend. Ça passe comme dans tout. La formation. Aujourd'hui, les formations, elles existent. En France, un peu moins, mais il y a des formations qui existent. Au moins, on peut trouver des choses. On peut se former soi-même dans le cannabis. Mais ça passe vraiment par la formation, l'information, la discussion. Aujourd'hui, des professionnels qui font des très bonnes plantes de cannabis, il y en a, il faut savoir les chercher. Ils ne sont pas du tout avares en information. On va pouvoir vous apporter des idées, comment on le consomme, sous quelle dose, à partir de quel âge, même le CBD pour animaux. C'est-à-dire, demain, on vend quelque chose qui va agir sur l'organisme vivant. On n'est pas en train de vendre un thermomètre qu'on va poser dans le salon. C'est-à-dire qu'il faut quand même se renseigner sur ce qu'on va vendre. C'est la base du commerce, de cannabis en tout cas pour moi. Et où est-ce qu'on trouverait aujourd'hui des produits de qualité? Vous allez me donner votre boutique dans les... J'ai pas de boutique. Non, je dis à Léo, sur sa boutique. Donc, est-ce que vous avez des choses à nous donner, des astuces pour éviter les mauvais produits? Ou est-ce qu'on trouve vraiment des produits de qualité aujourd'hui, puisqu'on sait que ça fleurit de partout? Alors, je On vais trouve dire beaucoup de choses sur Internet aussi. Je vais dire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un business, il n'y a pas du noir et du blanc. Par exemple, Coca-Cola, c'est eux qui font Innocent. Innocent, c'est une marque de jus d'orange bio, respectueuse de l'environnement. On dit que c'est Coca-Cola qui l'a fait, tout de suite, c'est de la merde. Bon, c'est un petit peu dérangeant de dire ça. Là, il n'y a pas de bon et de mauvais dans le CBD. Chacun fait des bonnes choses et chacun peut en faire des mauvaises. On a le droit de se tromper. On est en train de structurer une filière. L'idée de structuration d'une filière, c'est de se tromper. Quand on se trompe, on recommence. Vous voulez rajouter quelque chose, Léo, peut-être dessus ou... Oui, pour moi, il y a des bons et des mauvais produits de CBD. Il y a des visions qui sont plutôt fermées dans l'élaboration d'un produit. Pour moi, dans l'élaboration du produit, il marche, c'est bon? Pour moi, il peut y avoir... il n'y a pas une bonne façon de faire ou une mauvaise façon de faire, mais il y a un produit qui est plus efficace qu'un autre, parce qu'il va suivre une philosophie différente lors de l'élaboration du produit, parce qu'il prend en considération la plante dans son intégralité, au lieu de juste observer le CBD, qui certes a un impact, mais ne va pas agir de la même façon que si on prend en compte les différents principes actifs qui sont présents dans la plante. Donc, ma vision, c'est d'essayer de tendre vers un produit qui représente plus la plante que juste la molécule de CBD qu'on sacralise un peu et on diabolise le THC d'un autre côté. Donc on est un peu dans un déséquilibre qui pour moi est malsain dans la compréhension que les gens peuvent se faire du chanvre, du cannabis. Ok. Et quels sont... vous voulez rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Peut-être, puisqu'on en vient à parler de qualité, de produits de qualité, je dirais que pour la filière française, et vous en tant que professionnel, que vous soyez encore une fois détaillant, agriculteur, qu'importe, pour moi il y a véritablement, pour le futur de la filière, un impératif de qualité. Tout simplement pour ne pas donner, on va dire, des bonnes raisons à certains ce qu'on appelle des prohibitionnistes, certains pouvoirs publics, certains intérêts qui ne voient pas d'un bon œil le développement d'une telle filière, ne pas leur donner de raison d'exposer aux décideurs publics, regardez, cette filière fait des produits qui sont impropres à la consommation, de basse qualité, pardonnez-moi l'expression, font de la merde. Tout simplement, cet impératif de qualité répond à un besoin économique, puisque c'est pas en faisant du low cost et du dumping par le bas qu'on arrivera à être compétitif sur le marché européen, si ce n'est mondial. Et puis ensuite, ça permettra de donner, on va dire, des gages de bonne conduite, de montrer que oui, on peut créer une filière qui soit qualitative, qui prend à cœur la santé et le bien-être, comme
c'est inscrit dans son titre, des consommateurs. Parfait, merci. On va parler maintenant des labels et des certifications. Quels sont, Mathieu, les labels, les certifications qu'il faut connaître? Compliqué de répondre. Après, sur un produit qui n'est pas normalisé, on ne peut pas imposer un label. C'est pas possible. Donc c'est très compliqué de répondre. Aujourd'hui, il y a des labels qui se créent, qui sont très intéressants. C'est des labels qui vont être créés soit par des associations, qui vont être créés des fois par des entreprises. En soi, on peut prendre l'exemple le label bio. Le label bio, ça a été monté par une entreprise, repris après par l'État. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui se font aussi comme ça dans le champ. Il y a des filières qui se sont structurées comme ça. La question de la qualité, ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre à bras le corps. Mais pour diluer un tout petit peu ce qu'a dit notre ami, c'est aujourd'hui dans l'alcool, on a plusieurs filières. Se rapprocher de la plante, je compare souvent ça au vin, c'est comme dire à la pharmacie qui vend de l'alcool à 90 qu'il faut se rapprocher du raisin. On ne parle pas des mêmes choses. Quand on parle de quelque chose de naturel, on parle de quelque chose qui se cultive, qu'on peut transformer, où on va apprécier un goût, une transformation. Quand on parle de molécules, on parle de quelque chose qui va agir sur le corps et quelque chose qu'on ne sent pas quand on va le consommer, souvent. J'aime à donner cet exemple où dans l'alcool, il y a plusieurs licences. La licence 3 quand on veut en vendre du pas fort, la licence 4 du plus fort. Et après, il y a le moléculaire, donc l'alcool à 90 que vous pouvez trouver non consommable dans les pharmacies. En soi, c'est la filière de l'alcool et elle est développée sous plusieurs solutions, qualitatives ou moins qualitatives d'ailleurs. En soi, les labels qualité aujourd'hui en France, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place en structurant la filière. On va revenir toujours au même sujet. De toute façon, si on veut pouvoir labelliser une filière, il faut la structurer. Au moment où cette filière sera structurée, on pourra développer des labels qui seront aussi qualitatifs. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose sur cette question, Hugo, non? Rien, si ce n'est pas que j'adhère à ce que complètement Je suis totalement à ce d'accord. que dit Mathieu. Donc, Ok. Quels sont aujourd'hui aussi les pièges à éviter, les signaux d'alarme, Léo? C'est une bonne question. Bonne question. Est-ce que vous avez un élément de réponse? Les signaux d'alarme, Ouais. à quel niveau, quels signaux d'alarme? Les signaux d'alarme quand on veut se lancer et qu'on hésite et on se rend compte que finalement il faudrait peut-être pas y aller. Qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter? Le marché est en alerte là, et en signal d'alarme. Donc tous les signaux sont alarmants là, donc il faut... Donc là, c'est pas le moment pour se lancer? Ça dépend des intentions, ça dépend qui. Je ne peux pas dire que c'est le moment ou que c'est pas le moment. Chaque personne a un projet, une vision différente. Je pense qu'il y a des gens qui sentent qu'ils ont quelque chose à apporter. Et ça, le signal d'alarme, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas de plus-value, qu'on n'a pas de quelque chose à apporter, qu'on a une vision pour le marché, qu'on a... Le signal d'alarme, ça serait ne pas se sentir être un potentiel intéressant pour ce marché. Après, c'est très large comme question. Ok. Qui veut ajouter quelque chose? Je dirais que, en fait, à mon sens, il n'y a pas vraiment de meilleur moment ou de mauvais moment pour se lancer sur ce marché. On est encore une fois dans un marché donc, qui est jeune. Alors oui, ce qui implique donc des risques, ce qui implique des fluctuations, ce qui implique en fait tous les éléments classiques entre guillemets qu'a un cycle économique d'un secteur qui est encore récent. Mais on va dire que je vais citer un de nos hommes politiques français qui disait qu'il n'y a que ceux qui vont dans les batailles qui gagnent. C'est un peu le cas dans cette économie-là. Oui, ça représente des risques, mais ça représente également des opportunités. Et si personne ne se lance, c'est sûr que ça ne va pas se faire. Alors oui, il y a des éléments, on prend des coups et on marque des points, que ce soit au niveau législatif et réglementaire ou autre d'ailleurs. On peut, par exemple, alors là c'est sur la question du cannabis médical, c'est encore un peu particulier, mais on peut par exemple déplorer qu'il y ait une prolongation qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale une prolongation d'un an de l'expérimentation sur le cannabis médical. Ce n'est pas vraiment un bon signal envoyé à la filière en général, c'est vrai. Mais il y a également des bons signaux. Les bons signaux, comme le fait que l'interdiction de la vente et de la consommation de fleurs et de feuilles a été suspendue par le Conseil d'État le 24 janvier dernier, et que, ce qui fait qu'actuellement, la filière est encore là, tout simplement. Donc oui, il y a des signaux qui sont encourageants, le développement de la filière, le développement du nombre d'acteurs, mais on doit à chaque fois, que ce soit en tant que simple professionnel ou en tant qu'organisation professionnelle, être attentif à tous ces signaux réglementaires, économiques,
ou autres qui peuvent nous donner une vision plus ou moins, peut-être pas claire, mais en tout cas plus claire, de la réalité de la filière à un instant T, situation Y. Je dirais simplement que le piège à éviter, c'est que si vous vous lancez pour simplement faire du profit, vous risquez il faut vraiment connaître la filière avant d'y aller. Il y a vraiment des choses à faire. Mais si vous y allez juste pour l'argent, ça sera comme la ruée vers l'or, il y en aura beaucoup qui se casseront les dents. Ça, c'est le piège à éviter. C'est le... Après, il y en a plein d'autres. Hein. Une fois que vous êtes lancé, que vous êtes sûr de tout ça, il y en a plein d'autres. Mais il y a plein de monde qui peuvent vous aider, vous renseigner tout au long de vos démarches. D'accord ? Il y a des gens qui se spécialisent, des juristes qui se spécialisent, des avocats qui se spécialisent. Voilà, il y a plein de gens qui se spécialisent aujourd'hui pour aider des gens qui veulent se lancer dans le cannabis, que ce soit français ou européen. On va avoir une conférence aussi aujourd'hui sur le droit et les réglementations avec des avocats. Donc justement, on va parler un peu de ces problématiques juridiques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette thématique de conseils pour se lancer dans le domaine du CBD ? Alors, on a parlé pendant toute cette conférence de cette question qui est revenue à chaque fois, celle de cette structuration. Eh bien, si on peut donner un conseil, c'est pour un professionnel qui se lance ou qui est déjà en activité, eh bien, tout simplement, c'est de rejoindre cette structure, apporter sa pierre à cette structuration. Notamment, mais pas que, c'est un moyen parmi d'autres, d'intégrer peut-être une organisation professionnelle dans ce cadre, pour avoir non seulement ce travail de structuration qui est effectué, parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Hein. Quand vous parlez à un responsable politique, ça je peux vous le dire, hein, c'est mon métier, vous pouvez venir avec les meilleurs arguments du monde, avec l'argumentaire et le position paper le mieux fignolé. Ce que va voir en premier ce responsable, ce décideur, c'est telle organisation, tel groupement, telle entité, vous êtes combien et vous représentez quoi? Donc, pour nous, pourquoi rejoindre ces organisations? C'est aussi pour être représentatif et pour que votre voix, à travers ces organisations et vos intérêts, parce qu'on parle ici d'intérêts aussi économiques, soit portés et défendus par les associations. Et puis, au-delà de ce travail de défense des intérêts, les organisations professionnelles que nous représentons chacun à notre niveau, avec Mathieu notamment, ont aussi pour travail d'aider concrètement, dans le cadre de votre activité, les professionnels à se développer. Alors ça passe par tout un ensemble de ce qu'on appelle de services au sein des organisations professionnelles, de partenariats, d'échanges, bien entendu, puisque échanger avec d'autres professionnels qui ont potentiellement plus d'expérience ou des expériences différentes, c'est aussi une façon de gagner en compétences. Mais tout ça, le fait de faire équipe, si je puis dire, de ne pas rester tout seul dans son coin, ça vous permet d'être plus fort, d'être plus efficace, que ce soit au niveau de votre activité économique ou simplement de votre représentation au sein des pouvoirs publics. Je peux rajouter quelque chose? Ça marche? Yes. Je me suis lancé, moi, avec mon ami en 2021. J'ai décidé d'aller voir une avocate spécialisée en 2020, avant tout, avant de me lancer, pour comprendre, selon elle, pour répondre à beaucoup de questions auxquelles je n'arrivais pas à trouver les réponses. Ça m'a coûté un petit billet, un rendez-vous de 3 heures, mais c'était très, très bénéfique pour nous. Et elle m'a dit qu'on était les seuls à venir la voir avant d'avoir un problème. C'était la première fois que quelqu'un venait faire une consultation juridique avant de se lancer. Donc je pense que c'est une bonne chose de demander l'avis à quelqu'un qui s'y connaît bien, plutôt que juste essayer de gratter des informations sur Internet. Au niveau de la loi, c'est compliqué. Il y a des avocats qui ont l'expérience de défendre des gens, qui connaissent les jurisprudences, même si c'est encore très flou, ils ont au moins un peu d'expérience à partager sur ça. Je pense que c'est un bon conseil, effectivement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire forcément de manière naturelle avant d'avoir un problème. C'est un très bon conseil, oui. Mathieu, un dernier mot? J'aurais rien d'autre à ajouter, si ce n'est bonne chance à tous. Réellement, c'est quelque chose qui vaut le coup. Il y a plein de possibilités, travailler un peu vraiment avec les acteurs, pas seulement français, européens. Il y a des très bons acteurs aussi européens. Voilà, il faut regarder ce qui est fait. Je vous conseille quand même de vous lancer. Moi, je vous conseillerais toujours de vous lancer puisque je défendrai la plante bec et ongle jusqu'à mon dernier souffle, je pense. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas avoir peur, il faut se renseigner.
Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des professionnels, des cannabiculteurs qui sont expérimentés depuis plus de 15 ans pour regarder ce qui se fait ailleurs, l'importer et faire la même chose en France. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois pour vos conseils. Merci beaucoup. On a un petit temps de questions-réponses. Si dans le public vous avez des questions, vous levez la main et je vous apporte un micro si vous voulez poser des questions à nos intervenants. Ouais, il y a une question derrière. Alors, est-ce qu'on a un micro en régie pour leur donner un micro en plus? Ouais, super. Allez-y. Bonjour. Je voulais poser une question concernant les difficultés liées aux forces de l'ordre et au contrôle qu'il pouvait y avoir sur certaines parcelles. Faut-il demander un texte de loi aux personnes qui viennent nous contrôler pour savoir ce pourquoi ils nous contrôlent? Alors, pourquoi les forces de l'ordre vous contrôlent? La plupart du temps, en France, malheureusement, si les forces de l'ordre viennent chez vous, c'est parce que vous avez été dénoncé. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui est passé à côté de votre parcelle, qui a vu ce qui lui semblait être du cannabis et donc qui a cru que le cartel de Medellín ouvrait une succursale dans le Limousin et donc a prévenu les forces de l'ordre. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, dans ce cadre-là, eux, ils viennent tout simplement pour vérifier que vous ne faites pas du stupéfiant, tout simplement, parce que voir comme ça à l'œil nu, c'est compliqué. Donc, comment se prémunir de cela? On va dire répondre à un contrôle de ce type. Eh bien, c'est déjà il y a un travail à faire en amont, à notre sens. Et pas seulement d'ailleurs pour les agriculteurs, mais aussi pour les CBD shops qui peuvent être parfois mal perçus par notamment certains édits locaux ou tout simplement la population. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que nous recommandons vivement, quand vous vous établissez, quand vous allez commencer votre activité, c'est d'aller de vous-même voir les forces de l'ordre et les élus locaux pour leur dire voilà, je m'appelle un tel, je suis à tel endroit, je vais me lancer dans un CBD shop, dans la culture d'une parcelle de chambre, qui est donc légale du fait du respect des législations en France qui sont actuellement en vigueur, c'est-à-dire 0,3% de THC. Vous La présentez... question était liée sur le fait qu'il y ait l'interdiction, par exemple, de vendre sur le territoire français. Comme l'exemple que vous donniez au début où les forces de l'ordre se sont rendues chez un paysan et lui ont dit que non, vous ne pouvez pas vendre vos produits en France. Eh bien là, c'est tout simplement... Il s'avère que des fois, il y a des abus en fait. Et que... Alors, je vais répondre simplement que la police, c'est pas la justice. Voilà. La police, ils peuvent vous dire quelque chose, c'est pas la justice. D'accord, on ira devant le tribunal, ce que vous dites, vous l'appuyez, moi j'appuie autre chose, j'ai un avocat, on y va, on va voir. Il faut se rappeler de ça. La séparation des pouvoirs, c'est hyper important. Quand on parle, oui, la police m'a dit ça, la police m'a dit ça, la police m'a dit ça. La police, c'est pas la justice. Il faut juste se souvenir de ça. C'est un outil de la justice, voilà, qui n'est pas encore informé de ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. Nous, on est là pour les informer. Voilà, mais en soi, c'est la première chose à se rappeler. On est dans un pays démocratique où il y a une séparation des pouvoirs. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important, notamment par rapport aux forces de l'ordre, dans notre secteur qui est encore sensible, tout simplement de montrer patte blanche, justement, de montrer notre bonne volonté par ce travail d'information, d'aller directement vers eux pour leur expliquer, même si vous êtes dans une parcelle, de les inviter à venir dans quelques temps vérifier par eux-mêmes et constater par eux-mêmes. Ça montre que vous êtes transparent et que vous n'avez rien à cacher. Pour l'exemple concret que j'ai donné, avec les forces de l'ordre qui prétendaient que nous n'avions pas le droit de transformer sur le territoire, eh bien là, vous répondez poliment, bien entendu, mais calmement. D'accord, pouvez-vous me trouver un texte de loi qui dit que effectivement, je n'ai pas le droit de mettre en sachet de ma production agricole sur le territoire français? Encore une fois, vous allez attendre longtemps. Donc, vous allez sans doute avoir un contrôle, peut-être avoir des contrôles. Et pour vous prévenir de ça, c'est également ce que nous préconisons à la FPC, c'est de vous constituer un dossier que vous n'utiliserez jamais et on vous souhaite de ne jamais l'utiliser, mais qui recense en fait toutes les informations sur votre activité professionnelle d'une part et sur la législation qui encadre cette dernière. Comme ça, vous pourvoyez aux demandes des forces de l'ordre, vous montrez encore une fois que vous êtes transparent, et puis très sincèrement, à part si vous tombez sur 2-3 personnes qui veulent faire du zèle, la plupart du temps, les forces de l'ordre ont bien autre chose à faire que d'aller embêter un agriculteur ou un commerçant du coin. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée, dans le public? Oui, juste devant. Merci. Allez-y.
En fait, j'avais une question par rapport à un jeune agriculteur qui voudrait se lancer dans la culture du chanvre, éventuellement même dans des produits de qualité bio. Quand on va voir la banque, en fait, c'est très compliqué de faire un compte de résultat parce qu'on ne sait pas du tout combien ça rapporte, etc. Et du coup, comment on fait pour récupérer des données économiques pour préparer son rendez-vous avec le banquier? Alors ça, c'est un vrai problème, le problème bancaire, puisque aujourd'hui, on est sur... je vais donner des exemples. Il y a des gens qui peuvent faire de la pub à la télé à des millions d'euros, passer dans des émissions, sponsors d'émissions qui coûtent des millions d'euros. Et ces gens-là n'ont pas le droit d'ouvrir des comptes en banque dans des banques françaises. C'est un problème récurrent pour tout le monde. Aujourd'hui, même les associations qui ouvrent dans le CBD, on n'a pas le droit au compte français, pour vous préciser. Nous, on ne vend pas de cannabis, on ne vend rien, on vous représente. On n'a pas le droit non plus d'ouvrir des comptes dans des banques françaises. Ça va être aussi de l'éducation et de la structuration. Aujourd'hui, il n'y a rien que vous pouvez amener à une banque, même si vous avez des données économiques, tout ce que vous voulez, c'est des excuses. Ils ne vous ouvriront pas de banque, sauf si vous avez 3 refus. Vous allez à la Banque de France et que vous faites une ouverture de compte forcée. Il y a des banques qui fonctionnent avec le CBD, je n'ai pas les noms de tête, mais il y a des banques qui fonctionnent avec le CBD. Aujourd'hui, c'est des banques privées et elles sont très peu. Et il va y avoir aussi ce problème de dépôt de liquidité. C'est-à-dire qu'encore une fois, on essaye de brider le marché par d'autres moyens. Le moyen, c'est d'empêcher les gens de s'assurer, c'est d'empêcher les gens d'ouvrir des comptes en banque, d'empêcher les gens de faire des prêts. Il n'y a pas de prêt aujourd'hui accordé ni pour les agriculteurs qui sont déjà installés depuis je ne sais pas combien de temps en tant que chanvriers, ni pour les revendeurs, ça n'existe pas. Et ça, en effet, c'est une question, encore une fois, sur la structuration. Quand on aura prouvé qu'on est capable de se structurer, le problème bancaire suivra de lui-même. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. J'allais dire très concrètement, en fait, quand le banquier nous demande les recettes, le revenu prévisionnel d'une exploitation, par exemple d'un hectare, est-ce qu'il y a des données un peu économiques de référence Alors, il y a des chiffres, on peut trouver des chiffres, bien sûr. Mais même si demain vous trouviez ces chiffres et que vous l'ameniez à votre banquier, au tout début, en 2017-2018, j'ai ouvert mon premier magasin, j'avais fait tout béton et tout. J'ai jamais pu ouvrir un compte dans une banque française. C'était impossible. Aujourd'hui, ce qui va vous demander votre banquier, c'est un projet économique, machin, qu'il va pouvoir présenter à son chef d'agence. Son chef d'agence, il va voir marqué cannabis, allez hop, terminé. Voilà. Et ça, c'est dans la majorité des banques françaises. Attention, je dis la majorité parce qu'il y a des gens, sûrement même sur le salon, qui doivent avoir des banques françaises avec qui ça fonctionne, puisqu'il y a des chefs d'agence qui ont pris sur eux d'ouvrir certains commerces de cannabis. Souvent, c'est des indépendants qui vont avoir 1, 2 boutiques. D'accord, mais on ne verra jamais une franchise à plusieurs millions avoir une banque en France où c'est très rare. Voilà. C'est aujourd'hui quelque chose sur lequel on travaille énormément. Oui, Mathieu soulève un point intéressant en parlant des agences. Effectivement, certains d'entre vous ont peut-être déjà des comptes dans certaines agences de banque françaises. Et effectivement, ça vient du... Pourquoi on a de nombreux adhérents et de nombreux professionnels qui voient leur compte au bout de 2-3 mois sauter? C'est tout simplement parce que oui, quand vous allez voir votre agence, on va dire traditionnelle, avec la personne qui vous connaît, peut-être votre banquier qui vous connaît depuis 12 ans, effectivement cette personne va prendre sur lui et sait que vous n'êtes pas un trafiquant qui se cache. Mais le problème, c'est que eux sont obligés de faire du reporting, évidemment, à leur siège, et il est possible qu'il arrive fréquemment que 3 mois plus tard, eh bien, ils aient une réponse de leur siège parisien qui leur disent non, le chanvre actif, niente. Donc c'est vrai que nous, on travaille en collaboration, les différents syndicats travaillent avec des banques qui, elles, acceptent d'ouvrir sous certaines conditions des comptes pour des professionnels. C'est des choses qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de certains partenariats parce qu'on constate qu'il y a un besoin et que beaucoup de professionnels, notamment dans le niveau agricole, sont contraints un peu parfois de ruser, si je puis dire, la déclaration de leur activité, c'est-à-dire je fais du chanvre sans plus de précision. Oui, le chanvre fibre, c'est pas un problème. Et voilà, c'est encore une fois ce travail, encore une fois, on y revient toujours, de structuration de la part des professionnels du secteur par le biais des organisations professionnelles pour répondre aux besoins concrets du secteur et des membres de ce dernier. Merci. D'autres questions dans le public? Quelqu'un d'autre veut poser une question? Non?
Ok. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup, messieurs. Et on retrouve la conférence sur la chaîne YouTube de CBD Expo si vous avez besoin de la revoir pour y avoir toutes les informations. Merci.